Conakry, 28 février 2017. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. 3 nouveaux ministres font leur entrée au sein du gouvernement guinéen et promettent marquer leur passage dans l'équipe de Mamadi Joula, leur portrait dans ce journal. Bientôt les guichets uniques pour la perception des taxes à Conakry. Le ministre du Budget est en tournée dans les communes pour voir la faisabilité du projet. Et puis Antonio Soiré est le nouveau président de la FEGIFOOT. Il a été élu sans surprise, 62 voix contre 2 pour son challenger Super B. Les fans du Quiron expriment leur joie. Encore une fois, bonsoir. Toutes nos excuses pour ces aléas techniques. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mardi en audience une importante délégation des Nations Unies, conduite par le secrétaire général des affaires politiques. La mission était venue féliciter le chef de l'État pour son élection à la tête de l'Union africaine. Elle a par ailleurs invité professeur Alpha Condé à poursuivre ses efforts pour le règlement pacifique des conflits en Afrique. Le résumé de cette audience avec Mohamed Lamine Souma. L'élection du président Alpha Condé à la tête de l'Union africaine rassure les Nations Unies pour le règlement pacifique des crises sur le continent. C'est ce message que cette importante délégation des Nations Unies, conduite par le secrétaire général en charge des affaires politiques de l'ONU, Geoffrey Feltman, est venue transmettre au président Alpha Condé. Le diplomate onusien a cité en exemple le règlement pacifique de la crise post-électorale en Gambie et la médiation du président Alpha Condé dans la crise politique en Guinée-Bissau. Geoffrey Feltman a par ailleurs adressé les condoléances des Nations Unies à la Guinée suite au décès de Jeanne-Martin Cissé, première femme africaine à avoir présidé le Conseil de sécurité en 1972. Nous venons d'avoir une rencontre très positive avec son Excellence, M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Et merci encore une fois, Monsieur le Président. J'ai félicité le président Condé au nom du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour son élection à la présidence de l'Union africaine. Nous pensons que cette présidence sera couronnée de succès compte tenu de l'expérience du président et du rôle qu'il joue déjà dans le règlement des conflits de la sous-région. J'ai naturellement évoqué avec le président les questions relatives au renforcement de la coopération entre l'Union africaine et les Nations unies. J'ai notamment salué les décisions qui ont été prises par le chef d'État de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba au mois de janvier dernier concernant le financement et la réforme de la Commission de l'Union africaine. Nous avons aussi échangé sur les questions de paix et de sécurité et j'ai sollicité la collaboration de l'Union africaine et l'appui du président Condé afin de résoudre un certain nombre de crises dans la sous-région et sur le continent. Entre autres, nous sommes satisfaits du règlement pacifique de la crise post-électorale de Gambie, dans lequel le président Condé a joué un rôle déterminant. Nous pensons qu'il est maintenant important d'accompagner les autorités et les peuples gambiens en vue de consolider l'institution, la démocratie et la réconciliation nationale. J'ai aussi encouragé le président à poursuivre ses efforts en Guinée-Bissau pour aider à mettre fin à l'impasse politique et institutionnelle auquel le pays est confronté depuis plusieurs mois. J'ai aussi profité de cette occasion pour remercier le président pour le rôle et le sacrifice consentis par le casque bleu guinéen au Mali. Et je saisis cette opportunité devant vous pour présenter mes condoléances à la Guinée pour le décès le 21 février dernier de Mme Jeanne-Martin Cissé, qui fut la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette importante délégation onusienne comprend en outre le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas, et la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée, Séraphine Wakana.
Dans l'actualité encore, des nouveaux visages font leur entrée au sein du gouvernement guinéen. Parmi eux, Ibrahima Khalil Konaté, nommé hier ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mais qui est Ibrahima Khalil Konaté? Voici son portrait avec Mama Aïssata Kamara. Directeur communal de l'éducation de Matoto depuis 7 ans. Ibrahima Khalil Konaté, Kao Carré, hérite depuis hier du portefeuille de l'enseignement préuniversitaire. À 62 ans, cet encadreur éducatif a réputé à la mission d'assurer la renaissance de l'école guinéenne sur des bases solides. Vrai pédagogue et un vrai psychologue, je sais qu'un enfant ne se fabrique pas comme une brique. Une fois que la brique est mal façonnée, vous pouvez caser et reprendre. Mais quand un enfant est raté, c'est pour sa vie. Voilà ce qui nous interprète, voilà ce qui nous interpelle, j'allais dire. Et je tiens compte de ça pour ne pas qu'un seul enfant de la République de Guinée, le temps que je ferai au département, ne soit raté sur le plan académique et sur le plan professionnel. Ibrahima Khalil Konaté est né à Kalankalan dans la région administrative de Kankan. Il a fait un parcours scolaire et universitaire exemplaire. Jeune enseignant, Kao Carré a eu ses premières lettres de noblesse pour son activisme dans le syndicalisme. J'ai été syndicaliste de 1991, secrétaire général du syndicat de l'éducation de la commune de Matoto de 1991 en 2007. J'ai participé à toutes les grèves et membre de la commission de négociation. C'est pour cela que mes tiroirs sont pleins de protocoles d'accord. Marié et père de 4 enfants, Ibrahima Khalil Konaté est sur le plan politique connu pour son militantisme au sein du RPG. Il est auteur du livre Affaire Alpha Condé, vu par un témoin du procès. En attendant sa prise de fonction, le nouveau ministre reçoit des félicitations et encouragements de ses collègues et amis. Ici, en famille, des larmes de joie saluent la nomination. Le ministère de la fonction publique a un nouveau locataire. Billy Nankuma Doumbouya remplace Sekou Kourouma. Cette nomination intervient après la grève de l'intersyndicale de l'éducation. Le nouveau patron connaît bien le rouage de l'administration publique. Il a par le passé occupé plusieurs fonctions. Baba Kouyati. Billy Nankuma Doumbouya est désormais le tout nouveau ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Jusqu'hier, il était le conseiller principal du ministre sortant. Il est considéré comme l'un des pionniers de la réforme administrative en Guinée. Nouveau défi à relever, la matérialisation de l'intégralité du programme de réforme. La réforme est une tâche redoutable. C'est vrai, j'ai été parmi les pionniers de cette réforme en 87-86. Et aujourd'hui, on est à une phase, à la croisée des chemins. Beaucoup de réformes ont été entamées et beaucoup de bonnes choses ont été initiées. Il s'agit de trouver les stratégies nécessaires pour mettre en œuvre. Parce que ce qui nous manque des fois, ce n'est pas les bonnes idées, ce n'est pas les bonnes législations, c'est la façon de les mettre en œuvre. Après ses études supérieures en droit à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en 1980, Billy Nankuma a successivement reçu des diplômes de l'Institut international d'administration publique de Paris en 1986 et l'École nationale d'administration publique de Canada en 1993. Pour sa nouvelle mission à la tête du ministère de la Réforme, le nouveau ministre compte sur ses collaborateurs pour relever les défis des réformes de l'administration guinéenne qui se veut moderne. Et puis vous suivrez le portrait du nouveau ministre de l'Environnement dans nos prochaines éditions d'information. Bientôt, les guichets uniques pour la perception des taxes dans les communes de Conakry. Le ministre du Budget est en tournée pour voir la faisabilité de cette nouvelle donne. Il a entamé à cet effet une visite de terrain à Conakry, Yaya Silla. En 2016, un guichet unique a été installé dans les locaux de la Direction nationale des impôts pour le droit de taxe à l'importation. L'opération a permis de mobiliser 34 milliards de francs guinéens sur les 15 milliards prévus initialement.
C'est cette expérience que le ministère du Budget veut étendre à tous les services déconcentrés. Le défi lancé à la Direction nationale des impôts est de réussir l'opération pour mieux sécuriser les recettes. Ces guichets vont permettre aux contribuables d'être rassurés, de gagner en temps et aussi de gagner en sécurité dans le paiement de leurs impôts, mais aussi à l'administration de pouvoir sécuriser les montants versés et permettre à l'État d'assumer sa responsabilité de modernisation de notre administration dans ses démembrements. Pour cette première sortie de terrain, 3 services ont été visités par le ministre du Budget. À Kaloum, Matam et au service impôt de gouvernement de Conakry, ces guichets existent déjà, mais doivent être occupés par des agents d'Ecobank et de UBA pour la mise en application de la réforme. Une opération que le secteur informel s'engage à accompagner. L'installation de ces guichets va faciliter le travail si on respecte ce qu'on s'est déjà dit. Il y a des engagements pris par l'administration fiscale. Quand l'administration respecte ces engagements, il n'y a pas de problème que cela ne réussisse pas. La mise en place de ces guichets s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale. C'est aussi une priorité pour le gouvernement guinéen qui entend raccourcir les délais de récupération des taxes. Lorsque un agent paye un jour J, le lendemain la banque reverse au compte unique du trésor qui est domicilié à la banque centrale. Donc en fait l'argent fera 24 heures avec la banque tout simplement. Et maintenant les tâches administratives continueront et périodiquement la direction du national des impôts qui tient la comptabilité des opérations essaierait aussi de rapprocher les opérations comptabilisées avec celles de la banque et la banque centrale pour s'assurer que effectivement ce qui est perçu c'est ce qui est reversé à la banque centrale et que tous les comptes se tiennent. Cette année, la Direction nationale des impôts compte mobiliser plus de 5 000 milliards de francs guinéens. L'opérationnalisation de ces guichets dès le mois de mars doit permettre d'atteindre cet objectif et de sécuriser les recettes. Et puis un communiqué du ministère du Budget qui vient de nous parvenir à l'instant dans le cadre de l'exécution budgétaire 2017. Le ministre du Budget informe de la mise à disposition de la première tranche de subventions allouées aux collectivités locales. Ces allocations qui devraient servir à couvrir les dépenses liées au fonctionnement des communautés déconcentrées s'élèvent à plus de 12 milliards de francs guinéens et ont été versées sur les comptes bancaires des communes urbaines et rurales conformément à un programme de ventilation déjà établi. Le ministre Conakry le 28 février 2017, le ministre du Budget Mohamed Doumbouya. La monnaie guinéenne aura 57 ans demain 1er mars, symbole de souveraineté nationale. La monnaie guinéenne a enregistré un parcours élogieux. Le gouverneur de la Banque centrale de la République dresse un bilan exhaustif du parcours du franc guinéen et définit les grands défis à relever. Un extrait recueilli par Boubacar Ba. Demain 1er mars 2017 marque le 57e anniversaire de la création de la monnaie guinéenne. À cette heureuse occasion, permettez-moi d'avoir une pensée profonde envers les grands bâtisseurs de notre monnaie et de notre système financier. Au cours de l'année 2016, plusieurs réformes ont été réalisées en matière de politique monétaire et de change, de supervision des institutions financières, de modernisation du système national de paiement et de promotion de l'inclusion financière. Dans le domaine de la politique monétaire, la Banque centrale a révisé la base de constitution des réserves obligatoires de façon paritaire entre francs guinéens et devises étrangères sur une période de constitution de 4 semaines. Face à la légère remontée de l'inflation au début de l'année 2016, le taux directeur a été revu à la hausse, passant de 11% à 12,5% en avril 2016. En dépit de sa tendance à la hausse, le taux d'inflation est tout de même resté en dessous des 10% depuis 2015. En matière de politique de change, la Banque centrale a remplacé le marché interbancaire de change par le marché aux enchères bilatérales de devises en début d'année 2016. Pour le dollar, la prime de change s'est établie à 2,1% dès janvier 2016
alors qu'elle se situait à 7,79% à fin décembre 2015. Pour l'euro, elle se situe à 1,35% à la même date. Santé, un nouveau cas de bébé siamois vient d'être enregistré dans la préfecture de Madiana. Vous le voyez donc à l'image. Ces bébés sont nés dans le district de Makili, Fraba. Aux dernières nouvelles, ces deux nouveau-nés de sexe féminin et leur maman se portent bien, mais ils ont été transférés à l'hôpital préfectoral de Sigiri. La famille des quintuplés en deuil. L'unique fille du groupe est décédée le mercredi 22 février au Maroc. Selon les informations, son état était préoccupant à sa naissance. Les 4 frères, eux, se portent bien. Ils ont même été baptisés et par reconnaissance, l'un d'eux porte le nom du président de la République, professeur Alpha Condé. Nos reporters sont allés à la rencontre de leur père à Conakry. Images et commentaires. Les derniers quintuplés de la Guinée, 1 mois, 10 jours après l'énorme joie de leur naissance, un regret. La seule fille du groupe a quitté ce monde. Les efforts de sauvetage des médecins marocains ont été vains. Ousmane Djoubaté, le père, a appris la triste nouvelle à son retour à Conakry. Le moment de quitter là-bas, l'état de la femme était très fragile parce que c'est elle qui est venue en dernière position. Elle était en bas, donc tout le poids des autres enfants se reposait sur elle. Donc elle n'a pas pu se porter. Au moment de quitter là-bas, j'avais même parlé avec le pédiatre. Le pédiatre m'a expliqué un certain problème qu'il a eu, des complications, quoi. Donc lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais dépassé. Mais comme c'est avant tout, je suis musulman, d'abord je suis croyant. En tout cas, je me suis remis à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné les 5, s'il me retire, comment dirais-je, 1. Ça veut dire que franchement, peut-être, c'est que peut-être ça peut me toucher, mais pour Dieu, c'est ce qui est bon pour nous, quoi. Les 4 autres garçons se portent bien. Ils poursuivront leur séjour médical au Maroc en compagnie de leur maman pendant 3 mois. Les frais sont toujours à la charge de l'État guinéen. Franchement, c'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement, plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Depuis qu'il a appris la nouvelle, là, franchement, il a pris le problème là à bras le corps. Donc, en tout cas, c'est lui qui a facilité l'évacuation sanitaire. Et lorsqu'on a été au Maroc, le séjour, ça s'est bien passé. On n'a pas eu un problème majeur. Dimanche dernier, la famille Djoubaté a organisé la cérémonie de baptême des 4 garçons issus de la grossesse multiple de Mawasouma. En reconnaissance du geste humanitaire du président de la République, l'un des bébés porte son prestigieux nom. Après l'épidémie d'Ebola, la Guinée et ses partenaires se tournent vers la relance du système de santé. Des actions sont engagées dans ce sens avec la mise en place des centres de triage et d'isolement des malades. À Gressia, Port-An, ces 2 unités sont maintenant opérationnelles. Adia Toubari signe ce reportage. La prévention des menaces épidémiques est un chantier ouvert par les acteurs sanitaires dans le pays. Des centres de tri et des zones d'isolement sont installés dans plusieurs structures hospitalières. Le centre de santé de Bessia Port-On vient à son tour de se doter du dispositif. À peine installés, 3 cas suspects de rougeole sont détectés ici. Voilà le nez qui coule. Voilà. Il y a les éruptions cutanées, vous voyez même un peu partout, un peu dans. Voilà. Les yeux, la conjonctive, tout est là. Tous les signes francs sont là. Ce qu'il y a lieu de faire, on prélève son sang afin d'acheminer dans un lieu sûr pour pouvoir diagnostiquer. Avant l'obtention des résultats définitifs confirmant le diagnostic, ces patients seront sous surveillance dans ce centre. Avec la mise en place de ces 2 centres de triage et de détection rapide des épidémies, le centre de santé de Bessia Port-On renforce ses capacités opérationnelles. 15 agents de santé travaillent au sein des 2 unités, fournis en équipements médicaux adéquats par RTI International. Il y a aussi des lits, comme vous voyez le lit qui est là derrière moi, et aussi tout le kit, et puis c'est-à-dire le matériel de protection pour le personnel de santé aussi est à leur disposition. Donc c'est ce que nous avons mis au niveau de ce centre pour leur permettre de faire un triage efficace, mais aussi de se protéger à eux en tant que personnel de santé. Le ministère de la Santé a
a aujourd'hui une priorité parmi tant d'autres. C'est la prévention et la lutte contre les infections. Donc que des situations comme ça viennent aujourd'hui, nous nous en réjouirons. Et nous serons à plus d'un titre contents dans la mesure où ça va réduire l'incidence de la progression épidémiologique de certaines maladies dans notre pays. Le centre de santé de Gbessia-Port 1 est l'un des 44 centres hospitaliers du pays couverts par le projet EpiDetect de RTI. Lancé en janvier 2016, le projet couvre à ce jour 15 préfectures de la Guinée. C'est toujours la 19e Assemblée générale de l'OCAM, l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, se voit demain ici à Conakry à l'occasion de la tenue de cette Assemblée générale en Guinée. Le ministre de la Santé publique a fait une déclaration commentée par Aboubakar Junior Camara. Particulièrement le dossier du médicament constitue une grande opportunité d'échange, d'expérience et d'harmonisation de nos politiques pharmaceutiques nationales en matière de gestion des médicaments. Du 2 au 5 mars 2016, s'est tenue à Tunis, Tunisie, la 18e Assemblée générale de l'ACAM autour du thème problématique de la consommation des médicaments en rapport avec l'assurance maladie. À l'issue des travaux de cette Assemblée générale, la décision a été prise de tenir à Conakry la 19e Assemblée générale de l'ACAM du 1er au 3 mars 2017. Ce choix de la République de Guinée témoigne de la place importante qu'elle a retrouvée sur la scène internationale grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, président de la République. Cette rencontre connaîtra la participation d'éminentes personnalités de la santé en Afrique et dans le monde. La 19e Assemblée générale de l'OCAM à Conakry, les spécialistes de la santé venus de plusieurs pays du continent vont donc réfléchir sur les moyens de dynamiser le secteur de la santé. Les membres de l'OCAM ont adopté ce matin le premier plan stratégique de l'organisation. Souris de Kera, reportage. C'est une rencontre qui porte sur l'adoption du premier plan stratégique des interventions de l'ACAM, Association des centrales d'achat de médicaments essentiels. Le plan couvre la période 2017-2021. Le plan stratégique constitue pour nous, membres de l'ACAM, une feuille de route. Une feuille de route qui va nous permettre de mobiliser, de mutualiser les énergies et les ressources pour financer les activités de l'ACAM auprès des États et également au niveau des partenaires techniques et financiers qui interviennent principalement dans les chaînes d'approvisionnement de produits de santé. L'adoption formelle de ce plan stratégique intervient à la suite de son élaboration par un secrétariat permanent et un comité technique. Le document élaboré a été amendé lors de 2 ateliers préparatoires tenus respectivement en septembre et en décembre dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Des ateliers réalisés grâce à l'expertise technique et financière de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé accompagne les pays dans la mise en œuvre de leur politique pharmaceutique nationale. Et un des acteurs clés dans les pays des politiques pharmaceutiques nationales, ce sont les centrales d'achat, puisqu'elles sont en charge de l'approvisionnement du secteur public dans ces pays. Et donc l'ACAM est une initiative pour nous extrêmement importante, parce qu'elle permet à toutes ces centrales d'achat de travailler ensemble pour améliorer leur performance, la qualité de services qu'elles rendent aux populations et donc de permettre de s'assurer que les médicaments et les produits de santé nécessaires aux populations sont bien présents dans les structures de santé. Avec l'adoption de ce plan stratégique quinquennal de l'ACAM, la tenue de la 19e Assemblée générale de l'association en Guinée est perçue par les pays membres comme le tournant de tous les défis dans la marche de l'ACAM vers le progrès.
Et puis la 20e revue annuelle de la radio rurale de Guinée vient de prendre fin à Kindia. Les représentants des 34 stations ont porté leur regard sur le fonctionnement de ce médium de proximité. Ils ont fait des propositions pour qualifier les radios rurales afin d'être plus proches des communautés. Nous y reviendrons. L'Institut national indépendant des droits de l'homme condamne les dernières violences enregistrées à Conakry. Il compte ouvrir une enquête à travers une déclaration. Le président de l'INDH appelle à la consolidation de la culture de la paix. Après Kamsar, la société industrielle de visite technique automobile Civita vient de lancer ses activités à l'abbaye. La cérémonie a mobilisé autorités, usagers de la route et autres partenaires de terrain. Le centre Civita de l'abbaye est doté d'équipements de dernière génération. Ibrahim Maketa a visité ce centre. Suivez son reportage. Après Kamsar, nous sommes ici à l'abbaye où la direction générale de la société industrielle de visite technique automobile Civita a mis le paquet pour la relance des activités de contrôle automobile. L'objectif est de minimiser les accidents de la circulation dans la région de l'abbaye, voire dans tout le pays. Des accidents dus généralement aux défaillances techniques des véhicules. Conséquence, des pertes en vie humaine avec à la clé des dégâts matériels importants. Nous savons pratiquement qu'on a enregistré pas mal d'accidents de circulation causant des dégâts énormes, surtout que la défectuosité du système de freinage, les véhicules qui ont des pneus en peau de banane. Donc ces véhicules-là doivent être admis au Civita pour les passer la visite technique. Il faut se dire la vérité, c'est ce secteur qui nous manquait de trop. Ici, à l'abbaye, comme dans les autres centres du pays, Civita et ses partenaires ont opté pour des équipements de dernière génération, des équipements capables de détecter n'importe quelle panne sur les véhicules. Ce centre-là n'est pas là pour créer des problèmes aux automobilistes. Ils n'ont qu'à venir et les techniciens sont là pour les conseiller, voir les phares si c'est pas bon, voir les pneus si c'est pas bon, les gabarit si c'est pas bon, on vous retourne. On vous dit c'est ça qui est mauvais, retournez avant de monter sur les machines. L'exposé luminaire sur la nouvelle version Civita a démontré la capacité et les possibilités qu'offre Civita aux usagers de la route. Et vu l'importance du contrôle technique automobile, le préfet de l'abbaye a lancé un appel pressant aux usagers. Que ceci sert surtout à éviter des accidents, à sauver des vies, à préserver des vies. C'est une très bonne chose. Chacun voudrait que son véhicule soit en état de fonctionner. Nous, administration, comme vous nous l'avez demandé, nous sensibiliserons nos concitoyens, nous sensibiliserons nos administrés pour qu'ils viennent à ce service qui est très très utile. Pour cette cérémonie, l'abbé n'a pas failli à la tradition, car la rencontre a enregistré la lecture du Saint-Coran et des prières pour implorer la grâce divine, afin de permettre à la Civita d'accomplir sa mission. Civita renaît de ses cendres. Ibrahim Maketa, c'est une très bonne nouvelle. On connaît désormais le nouveau président de la Fédération guinéenne de football et celui de son vice-président, Fegifoot. Antonio Soare a été élu sans surprise à 62 voix contre 2 pour son challenger. Salif Kamara Supervé et Amadou Yabi devient premier vice-président. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire élective de la Fegifoot. Abdul Aziz Baldé a suivi de près cette élection. Regardez. C'est une élection qui suscite beaucoup d'espoir pour le football guinéen. Il est 9h. Les membres statutaires rallient le salon du congrès électif. Après les cérémonies d'adieu du comité de normalisation, place à l'élection du nouveau président. Tour à tour, les membres statutaires font le choix entre Antonio Soare et Salifou Kamara Supervé devant les observateurs de la CAF et de la FIFA. Après le dépouillement, le comité de normalisation déclare Antonio Soare vainqueur du scrutin avec 62 voix contre 2 pour Supervé. On a un programme précis. Notre base sera la formation. Et la structure, la colonne vertébrale de notre football, elle est déjà en place. Il faut maintenant travailler pour donner les moyens, surtout la formation, les centres de formation. Ensuite, organiser un championnat intégral au niveau non seulement des CFA, mais du national, de la Ligue 2, de la
football féminin et développer aussi les extra-football. Donc c'est un travail qui va commencer et notre objectif serait que très bientôt notre football sera attrayant et on pourra remettre à la place d'antan. Pour le poste de premier vice-président, Amadou Diaby arrive en tête avec 42 voix. Il sera assisté de Kerfala Kamara, actuel président de la Ligue football professionnelle, et Kernabla Diallo. Tous deux cooptés par le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. J'ai été premier vice-président. Aujourd'hui, me donne encore la même confiance. Je ne peux que remercier Dieu. L'élection de 11 autres membres a couronné cette journée élective de la Fédération guinéenne de football. La nouvelle équipe entame un mandat de 4 ans. Aziz Baldé, merci pour ce reportage. Vive émotion, douleur et consternation. Le journaliste animateur d'émission Un compte pour une nuit a regagné sa dernière demeure ce mardi au cimetière du Cameroun à Conakry. Cheikh Oumar Kamara a servi fidèlement les auditeurs de Radio Guinée pendant plusieurs décennies. Ce matin, parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. Notre reporter Mamadou Saliouba y était. Regardez. Il est 14h à la mosquée Kébéa. Parents, amis et collaborateurs rendent un dernier hommage à Cheikh Oumar Kamara, décédé samedi. Historien et enseignant-chercheur, Cheikh Oumar Kamara était aussi un passionné du micro. Il animait à la radio nationale 2 émissions, un chant et son contenu, et un conte pour une nuit. 2 émissions basées sur les valeurs ancestrales de l'Afrique. Je l'ai beaucoup côtoyé. Comment je l'ai côtoyé? On partait chaque année dans les différentes fêtes des Mares, dans les différents villages de Kouroussa, de Sigiri. Au cours de ces fêtes, il tirait beaucoup d'émissions auprès des vieux dans les villages reculés. Il le faisait devant moi, hein, et il disait non, accompagne-moi, c'est tel vieux, tel vieux. Il dit moi je suis fatigué maintenant, nuitamment. Il dit non, vous là, vous êtes paresseux. Allons, c'est auprès de ces vieux qu'on peut avoir les secrets. C'est mon papa, mais il est aussi mon ami. Parce qu'on était très d'accord. Il n'y a pas assez qu'il n'a pas fait pour nous. Donc, depuis que j'ai appris que la mort de mon papa, vraiment, je ne sais même pas quoi faire. Né en 1944 à Kouroussa, Cheikh Oumar était aussi un homme de lettres comme son frère Kamara Laï. Il a laissé plusieurs écrits non encore publiés. C'est un monument qui vient de disparaître. Disons c'est une bibliothèque qui vient de brûler. On trouvera peut-être d'autres animateurs, d'autres chroniqueurs, mais on trouvera difficilement quelqu'un qui faisait son métier avec une telle passion. Une telle volonté de satisfaire son auditoire. Un écrivain en puissance qui avait l'amour de la plume et qui aimait raconter de belles histoires. Ainsi, il est devenu un grand conteur. C'était un maître de la parole et je dirais un élève de la plume, car il était comme omnibulé par l'écriture. Il voulait, à l'image de son frère aîné Kamara Laï, devenir une grande plume du pays. L'historien enseignant Cheikh Oumar Kamara repose désormais au cimetière de Cameroun. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Comme il avait souhaité, un son de Kora l'accompagne jusqu'à la dernière demeure. Cheikh Oumar Kamara, que la terre de la Guinée que tu as bien aimé et servi te soit légère. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. À demain.